Les premiers jours, comme un air de musique dont on raffolera mais qu'on ne distingue pas encore, ce que je devais tant aimer dans son style ne m'apparut pas. Je ne pouvais pas quitter le roman que je lisais de lui, mais me croyais seulement intéressé par le sujet, comme dans ces premiers moments de l'amour où on va tous les jours retrouver une femme à quelques réunions, à quelques divertissements par les agréments desquels on se croit attiré. Puis je remarquais les expressions rares, presque archaïques qu'il aimait employer à certains moments, où un flot caché d'harmonie, un prélude intérieur soulevait son style. Et c'était aussi à ces moments-là qu'il se mettait à parler du vain songe de la vie, de l'inépuisable torrent des belles apparences, du tourment stérile et délicieux de comprendre et d'aimer, des émouvantes effigies qui anoblissent à jamais la façade vénérable et charmante des cathédrales, qu'il exprimait toute une philosophie nouvelle pour moi, par de merveilleuses images dont on aurait dit que c'était elles qui avaient éveillé ce chant de harpe qui s'élevait alors, et à l'accompagnement duquel elle donnait quelque chose de sublime. Un de ces passages de Bergotte, le 3e ou le 4e que j'eusse isolé du reste, me donna une joie incomparable à celle que j'avais trouvée au premier, une joie que je me sentis éprouver en une région plus profonde de moi-même, plus unie, plus vaste, d'où les obstacles et les séparations semblaient avoir été enlevés. C'est que, reconnaissant alors ce même goût pour les expressions rares, cette même effusion musicale, cette même philosophie idéaliste qui avait déjà été les autres fois sans que je m'en rendisse compte la cause de mon plaisir, je n'eus plus l'impression d'être en présence d'un morceau particulier d'un certain livre de Bergotte traçant à la surface de ma pensée une figure purement linéaire, mais plutôt du morceau idéal de Bergotte commun à tous ses livres, et auquel tous les passages analogues qui venaient se confondre avec lui auraient donné une sorte d'épaisseur, de volume, dont mon esprit semblait agrandi. Je n'étais pas tout à fait le seul admirateur de Bergotte. Il était aussi l'écrivain préféré d'une amie de ma mère, qui était très lettrée. Enfin, pour lire son dernier livre paru, le docteur du Boulbon faisait attendre ses malades. Et ce fut de son cabinet de consultation et d'un parc voisin de Combray que s'envolèrent quelques-unes des premières graines de cette prédilection pour Bergotte, espèce si rare alors, aujourd'hui universellement répandue, et dont on trouve partout en Europe, en Amérique, jusque dans le moindre village, la fleur idéale et commune. Ce que l'ami de ma mère, et paraît-il le docteur du Boulbon aimait surtout dans les livres de Bergotte, c'était comme moi ce même flux mélodique, ces expressions anciennes, quelques autres très simples et connues, mais pour lesquelles la place où il les mettait en lumière semblait révéler de sa part un goût particulier. Enfin, dans les passages tristes, une certaine brusquerie, un accent presque rauque. Et sans doute lui-même devait sentir que là étaient ses plus grands charmes, car dans les livres qui suivirent, s'il avait rencontré quelque grande vérité ou le nom d'une célèbre cathédrale, il interrompait son récit, et dans une invocation, une apostrophe, une longue prière, il donnait un libre cours à ces effluves qui dans ses premiers ouvrages restaient intérieurs à sa prose, décelés seulement alors par les ondulations de la surface, plus douces peut-être encore, plus harmonieuses quand elles étaient ainsi voilées, et qu'on aurait pu indiquer d'une manière précise où naissait, où expirait leur murmure. Ces morceaux auxquels il se complaisait étaient nos morceaux préférés. Pour moi, je les savais par cœur. J'étais déçu quand il reprenait le fil de son récit. Chaque fois qu'il parlait de quelque chose dont la beauté m'était restée jusque-là cachée, des forêts de pins, de la Grêle, de Notre-Dame de Paris, d'Athalie ou de Phèdre, il faisait dans une image exploser cette beauté jusqu'à moi. Aussi, sentant combien il y avait de parties de l'univers que ma perception infirme ne distinguerait pas s'il ne les rapprochait de moi, j'aurais voulu posséder une opinion de lui, une métaphore de lui sur toute chose, surtout sur celle que j'aurais l'occasion de voir moi-même, et entre celles-là, particulièrement sur d'anciens monuments français et certains paysages maritimes, parce que l'insistance avec laquelle il les citait dans ses livres prouvait qu'il les tenait pour riches de signification et de beauté. Malheureusement, sur presque toute chose, j'ignorais son opinion. Je ne doutais pas qu'elle ne fût entièrement différente des miennes, puisqu'elle descendait d'un monde inconnu vers lequel je cherchais à m'élever. Persuadé que mes pensées eussent paru pure ineptie à cet esprit parfait,
J'avais tellement fait table rase de toutes, que quand par hasard il m'arriva d'en rencontrer dans tel de ces livres une que j'avais déjà eue moi-même, mon cœur se gonflait comme si un dieu dans sa bonté me l'avait rendue, l'avait déclarée légitime et belle. Il arrivait parfois qu'une page de lui disait les mêmes choses que j'écrivais souvent la nuit à ma grand-mère et à ma mère quand je ne pouvais pas dormir. Si bien que cette page de Bergotte avait l'air d'un recueil d'épigraphes pour être placée en tête de mes lettres. Même plus tard, quand j'ai commencé de composer un livre, certaines phrases dont la qualité ne suffit pas pour décider à le continuer, j'en retrouvais l'équivalent dans Bergotte. Mais ce n'était qu'alors, quand je les lisais dans son œuvre, que je pouvais en jouir. Quand c'était moi qui les composais, préoccupé qu'elles reflétassent exactement ce que j'apercevais dans ma pensée, craignant de ne pas faire ressemblant, j'avais bien le temps de me demander si ce que j'écrivais était agréable. Mais en réalité, il n'y avait que ce genre de phrases, ce genre d'idées que j'aimais vraiment. Mes efforts inquiets et mécontents étaient eux-mêmes une marque d'amour. D'amour sans plaisir, mais profond. Aussi, quand tout d'un coup je trouvais de telles phrases dans l'œuvre d'un autre, c'est-à-dire sans plus avoir de scrupules, de sévérité, sans avoir à me tourmenter, je me laissais enfin aller avec délice au goût que j'avais pour elle, comme un cuisinier qui, pour une fois où il n'a pas à faire la cuisine, trouve enfin le temps d'être gourmand. D'après ces livres, j'imaginais Bergotte comme un vieillard faible et déçu qui avait perdu des enfants et ne s'était jamais consolé. Aussi je lisais, je chantais intérieurement sa prose, plus dolce, plus lento peut-être qu'elle n'était écrite, et la phrase la plus simple s'adressait à moi avec une intonation attendrie. Plus que tout, j'aimais sa philosophie. Je m'étais donné à elle pour toujours. Elle me rendait impatient d'arriver à l'âge où j'entrerais au collège dans la classe appelée philosophie. Mais je ne voulais pas qu'on y fît autre chose que vivre uniquement par la pensée de Bergotte. Et si l'on m'avait dit que les métaphysiciens auxquels je m'attacherais alors ne lui ressembleraient en rien, j'aurais ressenti le désespoir d'un amoureux qui veut aimer pour la vie et à qui on parle des autres maîtresses qu'il aura plus tard. Un dimanche, pendant ma lecture au jardin, je fus dérangé par Swann qui venait voir mes parents. « Qu'est-ce que vous lisez? On peut regarder ?»« Tiens, du Bergotte. Qui donc vous a indiqué ces ouvrages ?» Je lui dis que c'était Bloch. « Ah oui, ce garçon que j'ai vu une fois ici, qui ressemble tellement au portrait de Mahomet II par Bellini. Oh, c'est frappant. Il a les mêmes sourcils circonflexes, le même nez courbé, les mêmes pommettes saillantes. Quand il aura une barbiche, ce sera la même personne. En tout cas, il a du goût, car Bergotte est d'un charmant esprit. » Et voyant combien j'avais l'air d'admirer Bergotte, Swann, qui ne parlait jamais des gens qu'il connaissait, fit par bonté une exception et me dit « Je le connais beaucoup. Si cela pouvait vous faire plaisir qu'il écrive un mot en tête de votre volume, je pourrais le lui demander. » Je n'osais pas accepter, mais poser à Swann des questions sur Bergotte. « Est-ce que vous pourriez me dire quel est l'acteur qu'il préfère ?» L'acteur, je ne sais pas, mais je sais qu'il n'égale aucun artiste homme à la Berma qu'il met au-dessus de tout. L'avez-vous entendu? Non, monsieur, mes parents ne me permettent pas d'aller au théâtre. C'est malheureux. Vous devriez leur demander. La Berma dans Phèdre, dans le Cid. Ce n'est qu'une actrice, si vous voulez, mais vous savez, je ne crois pas beaucoup à la hiérarchie des arts. Et je remarquais, comme cela m'avait souvent frappé dans ses conversations avec les sœurs de ma grand-mère, que quand il parlait de choses sérieuses, quand il employait une expression qui semblait impliquer une opinion sur un sujet important, il avait soin de l'isoler dans une intonation spéciale, machinale et ironique, comme s'il l'avait mise entre guillemets, semblant ne pas vouloir la prendre à son compte et dire « La hiérarchie, vous savez, comme disent les gens ridicules. » Mais alors, si c'était ridicule, pourquoi disait-il la hiérarchie? Jusque-là, cette horreur d'exprimer sérieusement son opinion m'avait paru quelque chose qui devait être élégant et parisien et qui s'opposait au dogmatisme provincial des sœurs de ma grand-mère. Et je soupçonnais aussi que c'était une des formes de l'esprit dans la coterie où vivait Swann et où, par réaction sur le lyrisme des générations antérieures, on réhabilitait à l'excès les petits faits précis, réputés vulgaires autrefois, et on proscrivait les phrases. Mais maintenant, je trouvais quelque chose de choquant dans cette attitude de Swann en face des choses.
Il avait l'air de ne pas oser avoir une opinion et de n'être tranquille que quand il pouvait donner méticuleusement des renseignements précis. Mais il ne se rendait donc pas compte que c'était professer l'opinion, postuler que l'exactitude de ces détails avait de l'importance. Je repensais alors à ce dîner où j'étais si triste parce que maman ne devait pas monter dans ma chambre et où il avait dit que les bals chez la princesse de Léon n'avaient aucune importance. Et c'était pourtant à ce genre de plaisir qu'il employait sa vie. Je trouvais tout cela contradictoire. Pour quelle autre vie réservait-il de dire enfin sérieusement ce qu'il pensait des choses, de formuler des jugements qu'il put ne pas mettre entre guillemets, et de ne plus se livrer avec une politesse pointilleuse à des occupations dont il professait en même temps qu'elles sont ridicules? Je remarquai aussi dans la façon dont Swann me parla de Bergotte quelque chose qui en revanche ne lui était pas particulier, mais au contraire était dans ce temps-là commun à tous les admirateurs de l'écrivain, à l'ami de ma mère, au docteur du Boulbon. Comme Swann, il disait de Bergotte, « C'est un charmant esprit, si particulier. Il a une façon à lui de dire les choses un peu cherchées, mais si agréable. On n'a pas besoin de voir la signature, on reconnaît tout de suite que c'est de lui. » Mais aucun n'aurait été jusqu'à dire « C'est un grand écrivain, il a un grand talent. » Il ne disait même pas qu'il avait du talent. Il ne le disait pas parce qu'il ne le savait pas. Nous sommes très longs à reconnaître dans la physionomie particulière d'un nouvel écrivain le modèle qui porte le nom de grand talent dans notre musée des idées générales. Justement parce que cette physionomie est nouvelle, nous ne la trouvons pas tout à fait ressemblante à ce que nous appelons talent. Nous disons plutôt originalité, charme, délicatesse, force. Et puis un jour, nous nous rendons compte que c'est justement tout cela, le talent.